Bien, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de la question de la formation à l'ergonomie dans l'industrie des loisirs numériques, qui est le terme qui fait bien pour parler de l'industrie du jeu vidéo. Alors, comment est venue cette communication? Je pense que c'est important de noter. J'ai vu le thème des rendez-vous de l'ergonomie, puis du coup, je me suis fendu d'un mail à Christophe pour lui dire, tiens, voilà nous ce qu'on fait à l'Engmin. C'est un peu particulier, ça pourrait t'intéresser pour alimenter ta réflexion. Et il m'a dit, bah, viens nous en parler. Donc sur ce, j'ai dit ok. Et puis c'est après que le problème s'est posé, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je vais vraiment raconter? Et puis, est-ce que je sais vraiment ce que je fais dans cette formation? Donc, après le temps de rassembler mes petits, bah, voilà la présentation que ça donne. Alors, au sein de l'école, hein, je vais vous décrire ce que c'est que cette école après. Moi, je suis responsable professionnel de la spécialité ergonomie. Je reviendrai sur les différentes spécialités de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, je suis consultant, mon métier c'est consultant dans un cabinet qui s'appelle Axe Ergonomie, et j'interviens plus du tout dans le secteur industriel qui est le secteur de destination des étudiants de l'école aujourd'hui. Mais je suis rentré dans cette école qui était à l'époque un DESS, son tout début, en 2001, et j'y suis toujours aujourd'hui. Alors je donne aussi par ailleurs des cours au CNAM à Paris ou à Belfort, à Mulhouse. Je suis même intervenu ici. Alors je ne le mets pas pour me faire un CV, c'est pas l'objectif, mais c'est juste pour montrer que je suis en capacité de comparer les différentes modalités de formation, et puis ça va être le motif de ma conclusion. Alors, avant d'en arriver à cette conclusion, je vais d'abord vous parler des particularités de la formation des ergonomes à l'Engmin. Donc l'Engmin, c'est l'école nationale des jeux et des médias interactifs. J'ai l'impression de ne pas parler dans le micro, vous m'entendez bien? Oui. Donc c'est une école qui est basée à Angoulême, qui est dirigée depuis le début, et qui a même été créée, fondée, il faut parler très près. Je vais le prendre dans les mains. Hop. Merci. Donc, qui a été créé, fondé et développé par Stéphane Natkin, qui est un professeur du CNAM. Au départ, c'était un DESS, jeux vidéo et médias interactifs, qui était un DESS mix entre le CNAM, l'Université de Poitiers, l'Université de La Rochelle et le CNDBI. Alors, le CNDBI, c'est le Centre national de la bande dessinée, basé à Angoulême, qui est intégré au campus de l'image. Donc on comprend mieux le lien entre le jeu vidéo et le CNDBI, puisqu'on est au sein du campus de l'image. Et moi à l'époque, donc en 2001, je faisais une thèse sur la sensation de présence sur la réalité virtuelle, et j'avais pas trouvé mieux comme terrain, avec un usage largement constitué de l'utilisation de réalité virtuelle, que le jeu vidéo. Et là, naturellement, j'ai été contacté donc par Poitiers, qui organisait le DESS, pour intervenir sur l'ergonomie dans les jeux vidéo. En 2005, l'école a été réellement créée. Donc on est passé du statut de DESS à une école avec un master. Alors vous avez peut-être entendu parler récemment de l'école, puisqu'il y a eu une petite couverture médiatique liée à la campagne présidentielle. Donc on a eu M. Valls, M. Macron, et puis peut-être que vous le reconnaissez, Monsieur Mélenchon, qui sont venus à l'école. Donc on profitait du festival de la bande dessinée à Angoulême pour aller visiter l'école. Et puis là vous avez donc Jean-Luc Mélenchon qui essaye un dispositif de réalité virtuelle. Alors on dit que, enfin c'est les étudiants qui le disent, que son histoire de clone, c'est à l'école à l'Engmin qu'il l'aurait pêché, avec l'idée d'avoir des conférences sur plusieurs sites avec l'utilisation d'un clone. Alors, petite anecdote, il nous a aussi fourni le sujet de recrutement des étudiants de cette année. Et le sujet qu'il a proposé, c'est la servitude volontaire au sens de la Boétie. Et donc les étudiants se sont bien arrachés les cheveux avec ça. Alors, je continue. Donc l'école, c'est 50 étudiants. Alors c'est des promos qui varient, je vous donne une moyenne, avec 300 demandes sur dossier. Donc il y a une sélection à l'entrée.
Et cette école, on va en venir tout de suite dans le vif du sujet, elle est fortement articulée sur ce qu'on appelle les projets. Donc on est sur 2 années, Master 1, Master 2. En première année, il y a un mini-projet avec un certain nombre d'enseignements. En deuxième année, il y a un véritable projet avec un certain nombre d'autres enseignements. Le mini-projet, c'est un jeu vidéo qui est totalement finalisé, mais c'est un petit jeu. Hein, c'est celui que vous allez pouvoir trouver sur votre téléphone portable ou sur vos jeux Facebook. Et puis le projet de M2, ça va être un plus gros jeu, un jeu plus ambitieux. C'est celui qu'on va retrouver sur les consoles ou sur les PC. Alors c'est un peu contradictoire d'appeler mini-projet un jeu vidéo qui finalement va être finalisé, et puis un projet, un jeu vidéo qui va finalement rester à l'état de démonstration et de prototype. Hein. Mais néanmoins, c'est les appellations qu'on a utilisées à l'école. Et je vous parle tout de suite de ces projets-là, parce que c'est le cœur de la formation. C'est-à-dire que toute la formation est construite autour de ces projets. C'est-à-dire que l'ensemble des modalités de l'information est faite pour faciliter la contribution des étudiants aux différents projets, que ce soit le projet M1, le mini-projet, ou le projet M2, la création du prototype. Alors vous voyez ici une photo hein, d'étudiants qui présentent leur projet M2. Donc en fait, en mars, juste avant les stages, les étudiants font une présentation de leur projet, en amphi, un peu comme moi, là, comme je vous parle, sauf qu'en face des étudiants, il y a l'ensemble des autres étudiants, mais il y a aussi un certain nombre de partenaires industriels de l'école qui les écoutent. C'est une présentation qui est en anglais, puisque c'est la langue d'usage dans cette industrie. Donc ils se mettent en situation de vendre leur projet à un certain nombre de partenaires industriels qui vont leur faire des retours sur leur présentation. Alors vous avez certains projets qui vont participer à un certain nombre de concours. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu l'univers des jeux vidéo, mais il y a beaucoup de concours qui existent, où les jeux sont notés, évalués, classés, présentés, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont être commercialisés. Alors je vous ai mis un exemple d'un jeu qui s'appelle Event Zero, hein, vous voyez, qui a été primé dans de nombreux concours, hein, qui est un jeu qui a été créé en tant que projet M2 par des étudiants, présenté de la même manière que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a donné lieu à la création d'une société qui s'appelle Ocello, qui l'a développé, là, donc qui a finalisé. On est passé d'état de prototype à jeu finalisé, et ce jeu-là, vous pouvez le trouver 19,90 € sur les plateformes de téléchargement aujourd'hui. Donc il y a d'autres jeux comme ça hein, qui ont été commercialisés. Donc on voit qu'il y a une véritable volonté que ce projet M2, ça soit un projet qui soit très très largement professionnalisant, en tout cas avec un niveau d'exigence qui est très important. Donc le projet. L'autre grande composante de l'école, c'est les 6 spécialistes qui sont représentés au terme des 6 spécialités. Donc il y a des concepteurs purs, hein, donc il y a un découpage de la formation, donc il y a des game designers. Alors si vous n'êtes pas au fait du vocabulaire, le game designer c'est celui qui fabrique les règles du jeu, hein, on peut le dire comme ça, celui qui fabrique les mécaniques de jeu. Mais au travers des mécaniques de jeu, il va aussi introduire ce qu'on appelle la narration dans ce secteur-là, c'est-à-dire qu'un jeu vidéo, ça a, on va le voir après, vocation à assez souvent raconter une histoire. Et donc au travers des mécaniques de jeu, on essaye de faire ressortir l'histoire. Je vous ai dit qu'il y avait 300 dossiers qui arrivaient à l'école, il y en a 150 qui sont juste pour cette spécialité de game design. Donc ce sont des jeunes qui veulent contribuer à la création des jeux par la création des mécaniques. Il y a des spécialistes de la conception sonore, donc des gens qui travaillent sur les musiques, sur les bruitages, sur les voix. Il y a des spécialistes de la conception graphique, donc qui vont travailler sur l'ensemble des écrans, mais aussi les univers virtuels, 3D. Il y a des spécialistes de la programmation, hein, donc ceux à qui on va confier l'énorme charge de faire rentrer l'ensemble des travaux précédents dans un système numérique, hein, donc de programmer concrètement. Et puis il y a des fonctions transverses qui sont enseignées, la conduite de projet. Donc la conduite de projet, c'est la personne qui doit faire en sorte que tous ces trublions-là arrivent à travailler ensemble et à fournir un résultat à la date clé, ce qui n'est pas une mince affaire.
Et puis, derrière ça, on a la spécialité ergonomie, hein, dont j'ai la charge à titre professionnel. Alors, on y reviendra après, et on voit que dans chaque projet, les 6 spécialités vont contribuer ensemble. Donc on a tout un étage à l'école, un plateau où il y a des espaces qui sont organisés, et les étudiants sont organisés en groupe, et puis pendant des mois et des mois, ils travaillent ensemble, chacun dans sa spécialité, pour faire avancer le projet, avec un chef de projet qui s'exprime à essayer de faire avancer tout ça. Alors, la construction de la formation, elle est aussi dictée par cette question du projet des spécialités, c'est-à-dire que comme ils ne sont pas tous le même métier, pour qu'ils puissent travailler ensemble, il faut qu'ils connaissent un minimum le métier de l'autre. Voilà. Donc il y a des cours en tronc commun, et puis tous les étudiants donc d'ergonomie par exemple vont participer à l'ensemble des formations, ils vont faire de la programmation, ils vont faire de la conception sonore, visuelle, du game design, etc. Donc tout ça c'est pour leur apprendre à travailler avec les autres. Et puis au second semestre, il y a un certain nombre de cours qui sont dédiés à la spécialité, donc c'est pour leur fournir l'ensemble des outils nécessaires pour atteindre le niveau d'exigence qui est celui de l'école. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais pour vous donner une illustration, hein, le tronc commun c'est 33 crédits, hein, donc a priori 330 heures, hein, si je me trompe pas. Il y a, les cours d'ergonomie, ça va être ce qui va être donné à l'ensemble. Il y a une base c'est ainsi que ça a été dénommé, hein, base cognitive, base ergonomique pour les jeux vidéo, donc des choses qui sont spécifiques aux jeux vidéo. Alors, je vais passer un petit peu plus vite sur ces points-là. Les cours de spécialité pour les ergonomes, on le voit, c'est à la fois des termes barbares hein, qui viennent énormément de l'ergonomie du produit, mais à la fois aussi des techniques de conception, de prototypage. Et puis, une approche aussi recherche. Hein, il y a une partie de leur formation qui est une formation à la recherche, qui est assurée par Poitiers, qui est tenue par Ludovic Le Bigot à Poitiers, donc essentiellement expérimentale, donc la psychologie cognitive et expérimentale. Et enfin, ils vont avoir donc tout un travail autour des interfaces, donc dans de la conception du prototypage, comme je le disais, mais essentiellement en deuxième année. Donc je résume, l'école, c'est des projets qui intègrent des étudiants de chaque spécialité, avec une construction forte autour des projets. L'objectif, c'est quoi? C'est de reproduire les modalités de travail de l'industrie du jeu vidéo. Alors c'est là que il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que l'école ne s'est pas construite comme ça par hasard, elle s'est construite comme ça parce que dans l'industrie du jeu vidéo, c'est fait comme ça. Hein, les gens ils travaillent dans des plateaux, sur des projets, ils sont tous réunis ensemble, ils travaillent tous ensemble, il y a un chef de projet, il y a des gens qui font de la conception sonore, etc. Il y a un peu plus de métiers dans l'industrie aujourd'hui que ce qu'il y a à l'école, mais les grandes spécialités sont là. Et puis le but, c'est vraiment d'apprendre à concevoir des jeux, hein, chacun en y apportant sa contribution. Et donc, comme apprendre à concevoir des jeux, c'est pas apprendre à concevoir des situations de travail, c'est tout autre chose. Je voudrais faire un détour sur ce que c'est que jouer. Hein, ça me paraît important pour que vous compreniez les spécificités de ce qui est réalisé à l'école. Alors, à quoi ça sert un jeu ou à quoi ça sert un jeu vidéo? On peut se poser la question et ça va permettre de mieux cerner votre compréhension de la structuration de cette formation. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Bousquet, hein, qui est philosophe, c'est essentiellement des philosophes qui sont intéressés à cette question de ce que c'était que de jouer, qui dit que de la même manière que tout peut devenir ludique, rien ne l'est automatiquement. Alors pourquoi il dit ça? Il part de l'exemple des enfants, ils peuvent jouer avec un bâton, et puis le bâton, ça va devenir ou une épée, ou un fusil, ou je sais pas moi, une batte de cricket, enfin, ça peut devenir n'importe quoi. Et puis vous pouvez mettre quelqu'un devant un jeu d'échecs, et c'est pas parce que c'est un jeu d'échecs que ça va devenir un jeu pour cette personne-là. Hein. Donc le jeu, c'est pas un objet qui est donné en soi, c'est la rencontre entre un objet, une situation, peut-être même simplement un objet abstrait, hein, c'est tout à fait possible, et puis des personnes qui vont se mettre à jouer. Alors, il dit quoi d'autre? Il dit que du coup on ne peut pas jouer volontairement si on n'est pas prédisposé au jeu dans une situation donnée. Donc il décrit un concept qui est l'attitude ludique. Je ne sais pas comment on enlève ce truc. Vous le voyez, vous? Je le descends. Voilà.
Donc, qui est l'attitude ludique, qui peut se développer ni contre la volonté de quelqu'un, ni simplement avec la volonté de quelqu'un. Vous pouvez vous dire, moi là je vais jouer. Hein. Si vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu-là, bah, vous ne jouerez pas. Vous ferez ce qu'on appelle du pouce-pion. Hein. Alors vous pourrez, comme je dis, se laisser prendre au jeu, mais c'est que comme ça que ça fonctionne. Hein. Ah bah là, il ne faut pas que je clique dessus. Voilà. On va arriver à Duflo, qui est un autre philosophe, qui a extrêmement bien défini le jeu. Alors, il est très peu apprécié dans la communauté, la grande communauté des joueurs de jeux vidéo, parce qu'il les a très largement critiqués, mais c'est extrêmement intéressant le travail qu'il a réalisé, comme vous allez le voir. Donc, le jeu, c'est l'invention d'une liberté dans et par une légalité. C'est-à-dire que Duflo, il dit... la définition essentielle, si vous voulez, du jeu, c'est qu'on va inventer des possibilités, une liberté, et que ces possibilités sont réglées par une légalité, c'est-à-dire un système de règles. Avant qu'il y ait système de règles, il n'y a rien. Après, il y a un jeu à partir du moment où, évidemment, il va rencontrer quelqu'un qui sera dans cette posture ludique. Donc un jeu, pour Duflo, c'est un ensemble de possibilités et de contraintes. Donc on n'est pas loin de la prescription de travail. En tout cas, la prescription d'une tâche. On va faire un détour par Henriot, qui a défini le jeu, lui, par toute situation structurée par des règles. Donc on rejoint bien la définition de Duflo, dans laquelle un sujet s'oblige à prendre un certain nombre de décisions, aussi rationnelles que possible, en fonction d'un contexte plus ou moins aléatoire. Donc il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que je vous disais au départ chez Bousquet, parce qu'il dit qu'on peut s'obliger. En tout cas, il faut le voir essentiellement autour du fait que le sujet va se mettre dans la situation où il va se dire « moi, je respecte les règles. Je vais jouer en respectant les règles. Je me contrains volontairement à cette prescription que sont les règles du jeu pour pouvoir me donner des possibilités d'action et donc des possibilités de jouer. » Bon, concrètement, je vous ai défini ce que c'était que le jeu. Vous n'avez toujours pas une idée de ce que c'est que l'activité de jeu. Donc on va y venir. C'est là qu'on arrive sur une partie du travail de Duflo qui est assez intéressante. Donc déjà, Duflo, il dit que jouer, c'est acquérir un ensemble de connaissances, des régularités qui existent dans le jeu. Alors si vous êtes un peu joueur, vous les connaissez. Dans le jeu, il y a des règles qui sont dites constitutives. Bon, bah, c'est les règles du jeu. Alors, donc aux échecs, vous allez avoir le déplacement des pièces. Hein, le pion, il avance d'une ou deux cases. Le cheval, il fait un L, etc. Donc voilà, il faut d'abord les apprendre, il faut d'abord les connaître, il faut d'abord les maîtriser. Et après, on peut commencer à jouer. Mais arrive ensuite un deuxième mouvement. On va apprendre les règles régulatives du jeu. C'est-à-dire que les règles qui sont propres à la dynamique de chaque jeu. Et on va apprendre à jouer. Alors, aux échecs, vous avez par exemple des bibliothèques d'ouverture. Qui vont être décrites, qui sont assez exhaustives, mais dont celles qui vont être les plus usitées visent à prendre le centre de l'échiquier, à contrôler le centre de l'échiquier, afin ensuite de mettre en place une stratégie qui va permettre de mettre le roi mat. Donc ça, c'est une règle régulative. C'est pas écrit nulle part dans les règles du jeu d'échecs, il faut prendre le centre. Mais la pratique veut que si vous voulez gagner aux échecs, il faut prendre le centre. Et donc tous les joueurs acquièrent cette règle régulative. Ils savent qu'il faut prendre le centre au départ et vont apprendre les ouvertures nécessaires à la prise du centre. Donc déjà, le jeu, c'est d'abord un apprentissage. Mais on va commencer à jouer véritablement quand cet apprentissage sera réalisé. Et Duflo, là, il décrit vraiment l'activité de jouer comme une économie du risque. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que le joueur, il va avoir pour objectif de se mettre dans une situation où il peut subir un échec afin de tout faire pour l'éviter. C'est-à-dire qu'il va chercher à se mettre dans une situation où il y a un obstacle, où il y a une difficulté, où il y a quelque chose à dépasser, et où il y a un risque d'échouer. À partir du moment où il n'y a plus de risque, il n'y a plus de jeu. C'est-à-dire si je suis sûr de ce que je vais arriver à faire, il n'y a plus de jeu. Il faut toujours qu'il y ait un obstacle, mais il faut également que cet obstacle il soit à portée. C'est pour ça qu'il y a une économie du risque. C'est-à-dire que le joueur il va essayer de se confronter au risque qui est le plus important, à l'obstacle qui est le plus important, en fonction de ses capacités. Donc quelque chose qui reste à sa portée, mais qui soit le plus important possible. Pourquoi ?
Parce que le plaisir qui est généré par le jeu, ça va être le plaisir d'avoir surmonté cet obstacle-là. Dit en d'autres mots, jouer, c'est de se fixer une prescription, hein, mais une prescription qui est à sa portée, afin de combler par son activité l'écart entre un prescrit et un réel. Je le traduis en langage d'ergonome, mais ce ne sont pas du tout les mots de Duflo. Donc il y a un concept quand même qui est important qui apparaît à la fin de l'activité de Duflo, c'est que l'objet de cette activité, c'est le plaisir. Donc on joue pour se faire plaisir. Voilà. J'ai essayé de le résumer dans un schéma liberté, régulation, donc c'est la base, c'est le jeu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, on dirait un programme de Macron, liberté, plaisir, régulation. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais, mais ça a l'air bien. Bon. En tout cas, il y a un jeu, il y a une activité, puis il y a un objet à ce jeu, c'est le plaisir. Mais là, je vous ai parlé de ce que c'était que jouer à un jeu. Je ne vous ai pas parlé du tout de ce que c'est que jouer à un jeu vidéo. Enfin, si, un peu quand même, puisque les jeux vidéo sont des jeux. Alors, qu'est-ce qui se rajoute dans un jeu vidéo ? Il me reste 5 minutes, j'ai très largement traîné, je vais accélérer. Un jeu vidéo possède une dimension qui est dite une dimension narrative, c'est-à-dire qu'il va vous raconter une histoire, il va vous proposer un univers, et il va essayer de générer chez vous une expérience. Donc il y a un énorme travail sur les émotions des joueurs, on est un peu comme dans le cinéma ou dans la littérature, on essaye de proposer une narration aux joueurs. C'est toute une dimension qui est propre aux jeux vidéo. Une autre dimension qui est propre aux jeux vidéo, c'est que, comme on peut le voir sur la photo, il est extrêmement sollicitant du point de vue de toutes les fonctions cognitives et motrices et perceptives. C'est-à-dire qu'un joueur, pendant qu'il joue, vous pouvez pas lui parler, parce qu'il a souvent un casque sur les oreilles. Vous pouvez pas lui demander d'appuyer sur un bouton, de faire quoi que ce soit, parce que souvent toutes ses mains sont occupées. Moi, quand j'avais fait des tests pendant ma thèse, je leur demandais d'appuyer sur une pédale. C'est tout ce que j'avais trouvé pour avoir une réaction en direct. Donc il y a cette idée d'immersion. Alors je ne vais pas revenir sur le terme, on pourra le discuter si vous voulez plus tard, mais donc cette immersion qui doit être préservée. On va le prendre au sens commun du terme. Donc le joueur, il est immergé au sens où il est immergé du point de vue fonctionnel, mais il est également immergé au sens où il va essayer de se plonger dans un univers. Donc interagir avec ces utilisateurs-là, dans le cas des jeux vidéo, c'est difficile, c'est compliqué. C'est pas comme avec votre conseiller bancaire, vous pouvez éventuellement vous mettre à côté de lui et puis il va vous expliquer son activité parce que vous n'y comprenez rien. Là, si vous vous mettez à côté de lui, vous commencez à lui parler, bah forcément vous perturbez son activité réelle et puis il va vous parler d'autre chose. Alors je synthétise tout ça. Donc il y a des règles qui définissent un espace de liberté, il y a une posture ludique à avoir, il y a un apprentissage des règles à avoir, il y a une économie du risque comme moteur du plaisir, et puis il y a un joueur de jeux vidéo qui ne doit pas être dérangé. Voilà. Ça, c'est autant de contraintes qui vont s'exercer sur l'activité des ergonomes, mais avant d'y venir à l'activité des ergonomes, malgré le fait que j'ai plus que 5 minutes, on va parler de l'industrie du jeu vidéo, assez brièvement. L'industrie du jeu vidéo, c'est 10 500 salariés. Il y a un gros acteur en France qui s'appelle Ubisoft. C'est celui qui fait les lapins crétins. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui. Les ergonomes, on va essentiellement les retrouver dans les studios et puis chez les éditeurs. Donc, les studios, ils sont très nombreux, mais c'est des petites structures. Ils sont souvent assujettis à un éditeur qui, lui, se charge, comme son nom l'indique, de l'édition et de la commercialisation, qui sont des plus grosses structures, qui peuvent être également des structures qui vont elles-mêmes concevoir des jeux, qui ne font pas que les éditer. Ubisoft, donc le gros studio, on voit qu'il a 13 user research, c'est comme ça, donc des labs, donc des laboratoires d'études de l'utilisation de ces jeux, voire des jeux des concurrents. Alors je vais passer là-dessus pour gagner un petit peu de temps, mais on voit que l'industrie s'est très très largement professionnalisée sur la question du test et de l'évaluation de leurs produits. On n'est plus au gars qui fait son jeu vidéo dans son garage et puis qui va le commercialiser après, comme c'était le cas il y a 20 ans. On a aussi une nouvelle problématique dans l'industrie depuis 10 ans, c'est qu'à l'époque, ceux qui concevaient les jeux vidéo, c'était des jeunes hommes de 20-25 ans, sous la houlette de jeunes hommes de 30 ans. Donc déjà, tout cela ont vieilli.
mais en plus le public il s'est très très largement développé dû à nos téléphones portables, donc, qui sont dans les mains d'autres personnes que les jeunes hommes, et il y a plein de petits jeux dessus, dû aux tablettes, dû aux réseaux sociaux, et puis dû à Nintendo, hein, à cette console qui a complètement bousculé, explosé les habitudes de conception des jeux, puisque cette console-là, on l'a retrouvée entre les mains de personnes âgées, entre les mains des femmes, qui n'étaient pas le public habituel, entre les mains de gens qui ne jouaient pas habituellement pour faire ce qu'on appelle du jeu casu, du jeu occasionnel. Et ça a largement... Voilà, je sais que je suis en retard. Ça a largement perturber cette idée que les concepteurs sont à la fois les utilisateurs. C'est plus le cas. Et donc du coup, l'industrie s'est dit, bah, on a besoin de quelqu'un qui nous explique les besoins de nos utilisateurs, puisque nous, on les connaît plus. Hein. Autre problématique qui est classique en industrie, en conception de produits, c'est qu'on va travailler sur des produits qui ne sont pas commercialisés, donc on n'a pas d'usage réel. La petite spécificité des jeux vidéo, c'est qu'on est comme dans les logiciels, on a des produits qui ne sont même pas finis. Hein, c'est-à-dire souvent il va y avoir des patchs derrière qui rajoutent encore une complexité à l'activité. Donc là, je vous ai mis une photo d'un laboratoire d'Ubisoft, qui est un gros acteur dont je ne fais pas la publicité ici, mais qui est un incontournable. Alors, la spécialité ergonomie, forcément, va s'organiser avec toutes ces contraintes-là. Alors, juste pour info, les ergonomes qui sont formés à l'Engmin, c'est 400 personnes par an. Hein. Alors, une fois, j'ai eu une promo exceptionnelle de 7 personnes, hein, mais c'est 400 personnes par an. C'est des profils qui sont très variés, mais qui ont un point commun, c'est qu'ils s'intéressent aux jeux vidéo, comme l'ensemble des étudiants qui sont dans l'école. Et comme l'ensemble des personnes qui rentrent dans l'industrie aujourd'hui, hein, c'est un critère de sélection fort dans l'industrie du jeu, et on voit le mimétisme ou l'imitation, je ne sais pas, de l'industrie au sein de l'école. Alors, on a des méthodes qui vont répondre aux contraintes que je vous ai exposées précédemment, donc le rythme de processus dans l'industrie, qui est très fort. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, je l'ai chanté, mais la nature de l'activité de jeu qui a ses propres contraintes. Donc les méthodes qu'on enseigne à nos étudiants doivent prendre en compte tout ça. Donc on est sur des méthodes qui sont assez classiques hein, dans l'industrie du produit et dans l'ergonomie du produit. Mais on va aussi utiliser beaucoup de méthodes différées, comme on ne peut pas perturber nos joueurs au risque de tester autre chose que du jeu. Par exemple, on les forme à l'autoconfrontation hein, pour pouvoir revenir sur une expérience vécue au sens de la phénoménologie la plus proche possible de ce qui a été réalisé, ce qu'on souhaite tester. Alors, là, vous avez des étudiants qui réalisent un test utilisateur. Alors, ils appellent ça playtest. Alors, je me bats tout le temps. Alors, je leur dis non, c'est pas un playtest, c'est un test utilisateur, mais j'y arrive pas. Depuis des années, c'est un playtest. On me dit que c'est du playtest. Voilà. Je ne renonce pas, mais ça restera des playtests. Donc, j'ai utilisé le terme. C'est la méthodologie principale dans l'industrie. Donc on les forme principalement à ça, et puis j'anime en particulier un TP sur 8 jours, où ils vont concevoir de A à Z un playtest, alors sur la base de ce qui a été décrit par Nielsen à l'origine, essentiellement pour l'Internet. Une fois, on a produit des résultats qui étaient tellement intéressants qu'on a jugé de devoir les communiquer à Ludovia. Hein, on essaie quand même de produire des choses qui ont du sens. Les sujets qu'on leur propose, c'est soit de travailler sur un jeu existant, donc on prend n'importe quel jeu, enfin c'est eux qui choisissent en général, c'est pas moi qui choisis à leur place, ou soit je leur demande d'adapter un jeu de société en jeu vidéo, parce que je trouve intéressant de travailler sur autre chose que des interfaces à un moment donné. Ça leur permet de changer de point de vue. Alors, voilà encore une photo de playtest, et puis toutes les méthodes qu'on essaye de leur apprendre pour qu'ils maîtrisent cette méthodologie. Je ne vais pas revenir dessus, j'accélère. L'objectif, c'est de créer un test qui permette à la fois de respecter la posture ludique, donc de la générer. Hein, donc on essaye de mettre les joueurs dans des situations où ils pourraient avoir cette posture ludique. On essaye de préserver l'expérience vécue du joueur, parce qu'on voit qu'elle est importante en matière de jeu. On essaye d'évaluer le plaisir, puisque c'est l'objet de l'activité du joueur, hein, et puis de comprendre ses déterminants. Donc, c'est des tests utilisateurs, mais qui sont construits spécifiquement sur ces objectifs-là. Et c'est ça qu'ils apprennent à l'école.
Alors je leur apprends également qu'il y a un canon, que ce qu'ils apprennent ici, ils arriveront sûrement jamais à le faire dans leur projet parce qu'ils n'auront pas le temps, et puis ils arriveront sûrement jamais à le faire dans l'industrie puisqu'ils sont dans des contraintes telles qu'ils n'arriveront pas non plus à le déployer. Mais ce qui est important, c'est qu'ils connaissent la différence entre ce qu'ils font, ou l'écart qu'il y a entre ce qu'ils font et ce qui serait souhaitable qu'ils fassent, afin qu'ils connaissent les limites et la portée de leurs résultats, qu'ils soient capables donc du coup de communiquer l'ensemble de cela à leur groupe projet. Et puis évidemment, j'introduis la question du point de vue de l'activité. Qu'est-ce que c'est que l'activité, pour pas qu'on reste dans une approche trop produit, trop artificielle, trop expérimentale, trop de laboratoire, et qu'ils comprennent bien vraiment la portée de ce qu'ils voient dans les situations de test que l'on crée, a fortiori parce que c'est le propre de l'industrie. Et puis on inscrit le travail dans le fonctionnement d'un projet, ce qui implique de traiter la question du positionnement de l'ergonome dans le projet, de la restitution des résultats à l'ensemble du groupe, et puis de l'analyse des demandes qui viendraient de l'ensemble des autres partenaires. Alors je vais conclure avec retard, je m'en excuse, mais j'y arrive. On le voit, c'est une formation qui est adaptée, très fortement adaptée à l'industrie du jeu. Et donc sur les 5 années de formation que j'ai regardées, là, donc des M2 qui ont été réalisées entre 2011 et 2016, qui représentent 23 étudiants, il y en a 13 qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, dont 3 à l'étranger. Il y en a un qui est en recherche d'emploi depuis 3 ans, il y en a un qui n'a pas validé son M2 parce qu'il a échoué à son stage. Ce qui est exceptionnel. Et puis, il y en a 8 pour lesquels je n'ai pas réussi à avoir de nouvelles récentes, mais je sais que pour la moitié d'entre eux, ils avaient déjà une première expérience dans des studios de jeux. Donc, on le voit, une majorité de la population, ils sont formés à travailler dans le secteur du jeu vidéo, et ils vont dans le secteur du jeu vidéo. Donc ils sont formés pour un secteur industriel, comme j'ai dit. Alors il y en a certains qui vont aller ailleurs, dans la téléphonie, dans l'IHM. Il y en a qui vont utiliser les thèmes qui sont à la mode ou pas, on pourra en discuter, de serious game et de gamification, qui visent à faire finalement des choses qui sont plus sérieuses, mais en utilisant comment dire, des modalités qui sont propres au jeu. Il y en a certains qui vont développer une double compétence pendant leurs études à l'Engmin, par exemple, qui vont faire game designer et ergonome. Et puis il y en a d'autres qui vont s'orienter vers la recherche, puisque je vous ai dit qu'il y a un certain nombre d'UE qui sont des UE de recherche. Donc à ma connaissance, pour l'instant, il y en a 2 qui ont réalisé une thèse, et puis il y en a un qui cherche un financement aujourd'hui. Ça, je vais passer. Alors, pour faire un parallèle un petit peu avec les masters d'ergonomie, c'est comme si on avait un master d'ergonomie où on soit sur une formation en santé au travail, et puis que dans cette formation en santé au travail, on est l'ergonome, on est responsable des ressources humaines, on est l'IHS, on est responsable de prod, pourquoi pas, et puis que tous ces gens-là, ils soient réunis autour d'un projet qui est une amélioration de la santé au travail, ils soient très intégrés, qu'ils intègrent très largement les contraintes industrielles, et puis la nature de l'activité des opérateurs, si on est dans le secteur du nucléaire, ou si on est dans le secteur du, je sais pas moi, de la boulangerie, puisqu'on en parlait précédemment. Donc la formation, alors, si on fait le parallèle avec les masters, elle est construite comme ça. Elle est construite sur l'idée qu'on va aller à destination d'un secteur, en intégrant les particularités de l'activité de jeu et les particularités de ce secteur-là. Voilà, je vous remercie.